Donc, je m'appelle Cyril Pigot et je suis chargé de mission sur l'accompagnement des copropriétés du 11e arrondissement. Je travaille à l'Agence parisienne du climat et je suis en compagnie de ma collègue Elisabeth Flichy, avec laquelle je vais animer ce webinaire. Oui, bonsoir à tous. Donc, Elisabeth Fichy, moi, je suis en charge des copropriétés du 20e arrondissement. Donc, pour vous expliquer un petit peu ce qu'est notre structure, donc l'Agence parisienne du climat, c'est une association indépendante créée il y a plus de 10 ans pour appuyer, accompagner la mise en place du plan climat de la ville de Paris. Dans notre agence, on a une activité importante sur le secteur de l'habitat et notamment sur la rénovation énergétique des copropriétés. Et c'est dans ce contexte-là, à travers notre outil métier d'accompagnement coach copro, que l'on fait ces sessions d'information, de formation que l'on appelle des rendez-vous copro à destination des copropriétaires sur des sujets divers, à la fois sur le plan technique, réglementaire. Et donc aujourd'hui, on s'appuiera donc parlera donc de l'aspect des économies d'énergie en copropriété, à la fois au niveau individuel et collectif. On va donc être ensemble pour environ 1 heure et demie. On a deux organismes qui vont intervenir aujourd'hui, EDF et Coquelicot, donc sur le chauffage individuel et collectif. Je vous invite à poser vos questions via l'onglet questions-réponses que vous pouvez trouver en bas de votre fenêtre Zoom. On y répondra soit par écrit par ma collègue Elisabeth Flichy, ou alors on les prendra plutôt en fin de séance à la suite des présentations. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce contexte, ce sujet des contrôles des consommations énergétiques? Eh bien, bien évidemment, avec ce contexte aujourd'hui et cette crise que l'on connaît, l'augmentation des consommations, c'est un sujet de préoccupation très important pour la copropriété et qui va être de plus en plus important, notamment avec cette période de chauffe qui arrive. Nous, à l'Agence parisienne du climat, on pousse à ce que les copropriétés se rénovent énergétiquement, s'isolent et baissent leurs besoins de chauffage. Donc, ce qu'on va appeler des travaux lourds, mais on va aussi avoir des gestes que l'on peut mettre en place et qui vont être plus légers et plus efficaces dans l'immédiat. On espère que ce sera utile pour vous durant cette prochaine période de chauffe. Donc avec moi, j'ai donc Madame Logerotte et Madame Humberti d'EDF qui parleront donc du chauffage individuel, des consommations énergétiques en électricité, et Monsieur Damour qui travaille pour Coquelicot, qui présente des solutions de contrôle sur les consommations énergétiques en chauffage collectif. Donc on va tout de suite commencer sur le sujet des contrôles des consommations d'électricité avec vous, Madame Logerotte et Madame Humberti. Donc, je vais vous laisser vous présenter et puis partager le support de présentation. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voyez mal, vous nous entendez mal, on essaiera de rectifier tout ça en cours de présentation. Non, c'est parfait. Eh bien, bonjour à tous. Virginie Logerotte, je suis chef de projet marketing pour les clients particuliers chez EDF. Et Maud Humberti, moi je suis chercheur à la R&D d'EDF et donc en charge de questions sur la sobriété énergétique. Donc aujourd'hui, on va vous accompagner effectivement dans cette présentation autour des gestes et de la sobriété énergétique. Je vous invite à passer au slide suivant. On va déjà commencer par replanter un petit peu le contexte, de quoi on parle quand on parle de consommation résidentielle électrique. Donc la consommation annuelle des résidentiels en électricité, c'est environ 160 TWh, c'est-à-dire à peu près 38% de la consommation nationale d'électricité. Donc je rappelle, il y avait 413 TWh l'année dernière selon RTE. Et donc je vous ai mis une estimation de la répartition des usages pour la consommation résidentielle et vous voyez immédiatement en orange que le premier poste de consommation pour les résidentiels, c'est bien le chauffage, donc le chauffage électrique, qui représente annuellement entre 45 et 53 TWh. Alors effectivement, c'est une estimation parce que tout va dépendre de quelle température nous aurons cet hiver et donc de quel besoin de chauffage on va faire face. Et donc le deuxième poste, ensuite, juste après le chauffage, c'est l'eau chaude sanitaire qui représente environ 15% de la consommation annuelle des ménages et 23 TWh. Donc la réduction
de la quantité d'eau chaude sera aussi un objectif important dans la baisse et la maîtrise de notre consommation électrique. Et ensuite, je vous ai mis en surligné 3 postes sur lesquels on va y revenir pendant cette présentation, que sont le lavage, l'éclairage et la cuisson, qui représentent chacun entre 4 et 5% de la consommation annuelle résidentielle. Donc voilà, c'est pour vous dire de l'importance déjà d'agir sur le chauffage. On va passer au deuxième slide, parce qu'ensuite, pour cet hiver et face à la crise énergétique que nous connaissons, avec des prix particulièrement élevés de l'énergie, on va avoir 2 défis majeurs pour cet hiver et même pour les suivants, j'ai envie de dire. Enfin, globalement, on a 2 défis majeurs que sont la nécessité d'économiser l'énergie. Donc, c'est vraiment là-dessus, tous les secteurs sont concernés et c'est tout ce qu'on va tous pouvoir faire au quotidien pour réduire notre consommation d'énergie. Alors, quand je dis réduire notre consommation d'énergie, en réalité, il faut réussir à réduire le gaz, le pétrole et l'électricité, même si aujourd'hui, on va parler d'électricité. Et donc, c'est ce qui est illustré à droite sur le petit graphique que j'ai repris de RTE, l'analyse qui est sortie le 14 septembre. Donc, c'est bien réduire tout le temps notre consommation d'électricité. Et c'est vraiment ça qui va faire baisser la facture électrique de nos clients. Et le deuxième pilier, c'est de parvenir à s'effacer à la pointe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sur les pointes de consommation électrique qui vont être entre 8h et 13h tous les jours et de 18h à 20h tous les jours. Donc, c'est là où on enregistre le plus de consommation en puissance. Donc, c'est là où on a le plus d'appels d'appareils électriques. On va avoir des jours, et RTE nous les signalera, ce seront les signaux EcoWatt qu'on invite tout le monde à suivre cet hiver, qui vont indiquer une tension sur les réseaux. Et donc, lors de ces tensions sur le réseau, qui auront lieu effectivement sur certains jours sur ces plages-là, eh bien, on va vraiment inciter tout le monde, et en particulier les résidentiels, à mener toutes les actions qu'ils peuvent pour décaler leurs usages, c'est-à-dire décaler le lavage, la recharge de batterie de véhicules, et le décalage du ballon d'eau chaude en dehors de ces plages. Et puis, si possible aussi d'aller plus loin en ayant des vrais gestes de sobriété, comme éteindre des appareils de cuisson ou d'éclairage, en particulier sur la plage de 18h à 20h. Donc voilà, c'est vraiment besoin d'économiser en permanence avec des gestes au quotidien qui rapportent sur la facture, et besoin de s'effacer sur les pointes pour que collectivement, on arrive à passer cet hiver. Vous pouvez passer peut-être le suivant. Donc effectivement, en fait, face à ce double enjeu de l'hiver qui est d'une part faire des économies pour préserver son budget et d'autre part diminuer sa consommation lors des pics de consommation pour préserver collectivement le système électrique, eh bien, EDF a mis en place un plan sobriété, et ce plan sobriété il repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est une communication massive pour sensibiliser les clients. Le deuxième, c'est une relance de nos offres dites à effacement. Et le troisième, c'est une aide à la maîtrise de la consommation dans la durée. Donc, on peut passer au slide suivant. Donc, EDF a donc lancé une grande campagne de communication autour de ce qu'on a appelé les gestes utiles, avec 3 bons réflexes à adopter pour cet hiver et après, qui sont « je baisse, j'éteins et je décale ». Alors, je baisse mon chauffage de quelques degrés, par exemple. J'éteins mes appareils en veille ou mes chargeurs lorsque je ne les utilise plus. Et je décale l'utilisation de mes machines, lave-linge, lave-vaisselle, après 22 heures pour soulager le système électrique. On peut passer au slide suivant. Donc, cette campagne, elle a pour but de sensibiliser nos clients, mais également plus largement tous les Français. Donc, elle a été lancée en médias, notamment en télé avec la diffusion de spots publicitaires. Elle a été lancée sur les réseaux sociaux, en radio et aussi massivement sur le web. Donc, je baisse, je décale, j'éteins. J'éteins, je baisse, je décale. Donc, plus spécifiquement, nous, EDF, on a déjà sensibilisé dès septembre nos clients avec une grande campagne de courrier et de mail sur l'impact du bouclier tarifaire qui a été mis en place par le gouvernement cette année. Et on a profité de cette occasion pour diffuser largement une plaquette sur les gestes utiles à adopter cet hiver. Sur le slide suivant. Notre deuxième pilier, comme je vous le disais, le deuxième pilier de notre plan sobriété, c'est la relance de nos offres dites à effacement, avec 2 types d'options. Alors, on a l'option Tempo, en fait, qui encourage à réduire fortement sa consommation pendant les pics de consommation, soit 23 jours dans l'année, et avec en contrepartie 343 jours où l'électricité est beaucoup moins chère. Ou encore, on a l'option heure pleine et heure creuse, dans la possibilité de cette option dans son contrat,
et qui permet de bénéficier d'un prix du kilowattheure avantageux 8 heures par jour. Alors, en général, c'est de 6 heures à 22 heures et ce sont des plages qui sont fixées par Enedis, le gestionnaire de réseau de distribution. Et c'est des heures, effectivement, qui sont hors des pics de consommation. Et enfin, le troisième pilier sur le slide suivant, qui consiste à aider nos clients à maîtriser durablement leur consommation. Alors, avec plein de choses. On a des outils comme notre outil de suivi de consommation, et je vous propose qu'on le regarde plus en détail juste après. On a des conseils avec des gestes utiles à adopter au quotidien, et Maud vous en présentera quelques-uns. On a un dispositif plus spécifique pour nos clients les plus précaires, auquel on propose un service qui s'appelle InfoWatt et qui leur permet de suivre leur consommation en temps réel. On a également des opérations menées avec des partenaires pour proposer à nos clients des objets connectés de type thermostat, de type prise connectée ou encore des équipements éco-performants à des tarifs avantageux. Et puis, bien sûr, on a un dispositif d'aide financière pour aider à la rénovation énergétique parce que c'est quand même le premier pilier pour faire des économies d'énergie. Donc, voilà, concrètement, comment on vous aide, comment on aide nos clients à faire des économies au quotidien? Et bien, comme je vous le disais, on a une solution de suivi de consommation qui est accessible soit depuis l'espace client, soit depuis l'application EDF et moi. Et avec cet outil, vous pouvez suivre votre consommation annuelle, votre consommation mensuelle, votre consommation quotidienne et même votre consommation au pas de 30 minutes si vous donnez votre consentement. Vous pouvez donc la comparer sur des périodes similaires. Par exemple, vous pouvez comparer ce que vous avez consommé en janvier 2021 versus votre consommation de 2022 versus votre consommation de janvier 2021. Vous pouvez vous fixer un objectif de consommation et être alerté quand vous vous en approchez. Vous pouvez également vous comparer à des foyers similaires aux vôtres. Et enfin, vous pouvez identifier les équipements les plus énergivores chez vous. Donc là, on a représenté, par exemple, en cas d'un chauffage électrique, et j'y reviendrai, on voit que la part du chauffage électrique, c'est bien plus de la moitié de ma consommation annuelle. Voilà, et pour conclure sur cette partie-là, je dirais qu'en fait, suivre sa consommation, c'est hyper important parce que ça permet de mieux la comprendre et d'agir dessus pour faire des économies. Et pour preuve, nos clients qui se connectent régulièrement à notre solution de suivi de conso et qui adoptent les gestes utiles adéquats en conséquence, ils font plus de 10% d'économie d'énergie. Par rapport à ceux qui n'utilisent pas les gestes. Oui. Voilà. Donc, merci Virginie. On va passer au slide suivant. Donc moi, je vais vous détailler quelques gestes utiles qu'on vous propose et pour lesquels vous verrez, on va faire plusieurs communications cet hiver. Donc vraiment, on insiste, mais le chauffage, c'est bien le premier poste de consommation du foyer. Et la première action à réaliser et celle qui aura l'effet le plus durable, c'est bien celle de la rénovation énergétique. C'est isoler votre logement, réduisez sa consommation au maximum, puisqu'on voit que des rénovations énergétiques bien menées permettent d'économiser jusqu'à la moitié de la consommation en chauffage du logement. Donc, c'est bien la priorité de faire de la rénovation énergétique. Bon, maintenant, ça prend du temps, on est bien conscient, et c'est effectivement cher, même s'il y a beaucoup d'aides et il faut se renseigner. Pour cet hiver et pour baisser sa facture, donc baisser au quotidien sa consommation, permettra de réduire sa facture. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est bien sûr de baisser d'1 degré. 1 degré, ça correspond en moyenne à 7% d'économie sur le poste chauffage de la facture. On vous a chiffré, dans le cas d'une maison individuelle plutôt mal isolée, l'ordre de grandeur de l'économie annuelle, c'est 150 € par an pour 1 degré de moins. En logement collectif, c'est plutôt 80 €, mais l'ordre de grandeur, c'est celui-ci sur des logements qui sont peu performants. Donc, c'est vraiment le premier levier de baisse de sa consommation et donc de réduction de la facture, de baisser ce niveau de confort avec 1 degré à la clé égale 7% d'économie. Toujours dans ces gestes au quotidien que vous pouvez faire et qu'on vous incite à faire pour réduire votre consommation, c'est bien de fermer, d'isoler votre logement avec les volets et les rideaux pour éviter les trop gros écarts de température. Et à nouveau, ça isole plus. Donc, si ça isole plus, ça baisse la consommation énergétique. Et enfin, il y a la programmation de son chauffage en fonction de sa présence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on observe que, a priori, certains logements ne font pas de réduit de jour. C'est-à-dire qu'en cas d'absence, la température n'est pas ajustée. Donc, il a été montré que l'utilisation d'un thermostat
permettait d'aller jusqu'à 15% de réduction de sa facture de chauffage. Donc vraiment programmer son chauffage, faire ces réduits quand vous n'êtes pas là en période d'absence, même dans une journée, ça permet de faire de réelles économies. Et le deuxième message, donc ça c'est au quotidien pour baisser sa facture. Et le deuxième message, c'est en cas de signal éco-watt et en particulier à la pointe, il va falloir faire attention au chauffage électrique. Donc éviter absolument les dispositifs d'appoint. Donc ce qui est dispositif d'appoint, vous savez, c'est sous ces petits radiateurs mobiles, qui soient bains d'huile ou à soufflerie. Enfin, c'est tous ces dispositifs qui mettent des watts en plus à la puissance, à la pointe et qui vont être une difficulté pour le réseau. Et sinon, c'est aussi d'accepter de baisser sa température de consigne de son chauffage d'1 degré supplémentaire, en particulier sur les jours où il y aura une vraie tension réseau. C'est quand même un levier vraiment très efficace pour que collectivement, on gagne les puissances à la pointe. Donc voilà pour le chauffage ce que je pouvais vous proposer. Ensuite, si on regarde l'eau chaude, donc l'eau chaude qui est bien le deuxième poste de consommation pour les ménages en électricité, donc pour les ballons d'eau chaude électrique, évidemment. Enfin, pour le gaz, ça vaut aussi, ce ne sera pas forcément les mêmes économies puisqu'on ne les a pas chiffrées, mais ça vaut aussi pour un ballon d'eau chaude gaz. Donc, sa consommation d'eau chaude, il faut absolument la maîtriser. La maîtriser, c'est tenter de la réduire, et pour la réduire, ce qu'on vous propose, c'est des gestes que pour la plupart vous connaîtrez déjà, c'est évidemment préférer une douche à un bain. Le chiffrage d'économie, c'est 30 € par an par personne qui prendrait une douche plutôt qu'un bain hebdomadaire. Et c'est de prendre des douches plutôt courtes. Donc, on essaie de se savonner avant, ou on essaie de limiter l'appel d'eau chaude pendant la douche. Et on vous a chiffré, gagner 3 minutes sur une douche, c'est 16 € par an. Gagner 5 minutes sur une douche, c'est 26 € par an sur la base de 3 douches par semaine. Bon, peut-être qu'on se dit c'est pas beaucoup, mais ça compte, et ça compte sur la consommation du ballon d'eau chaude. Un geste qui coûte pas cher, c'est celui de systématiquement replacer le mitigeur. Vous savez, quand vous avez des mitigeurs qui choisissent d'appeler un peu d'eau chaude, c'est de mettre le mitigeur sur la position froide absolument en cas de lavage des mains. Sur des soutirages courts d'eau chaude, l'eau chaude n'a même pas le temps finalement de parcourir parfois la distance entre le ballon et le robinet, et appeler en intermédiaire, ça consiste à mélanger de l'eau froide et de l'eau chaude et presque ne pas bénéficier de l'apport d'eau chaude, à part celui d'avoir réchauffé le tuyau, et c'est bien dommage. Donc vraiment, placer le mitigeur sur froid lors du lavage des mains. Et enfin, à la pointe. Alors à la pointe, ce qu'il va falloir essayer d'éviter, c'est d'avoir le ballon d'eau chaude qui se déclenche à la pointe. Et donc pour ce faire, là effectivement, c'est un petit peu plus technique, mais c'est choisir un tarif adapté quand on a un ballon d'eau chaude, et asservir aux heures creuses, c'est-à-dire n'autoriser le chauffage du ballon que pendant les heures creuses, ce qui signifie en dehors des périodes de pointe. C'est aussi faire des économies d'énergie, puisque globalement, le ballon d'eau chaude utilisera moins d'énergie au global de la journée. On avait fait une étude qui montrait qu'il y avait à peu près 12% en moyenne à aller chercher sur cet asservissement. Et enfin, c'est potentiellement de couper la chauffe du ballon d'eau chaude lors des signaux éco-watt et au moment de la pointe. Donc, par exemple, toutes les personnes qui seraient en tarif base ou qui n'auraient pas d'asservissement de ce ballon d'eau chaude peuvent passer le contacteur du ballon d'eau chaude. Donc, le ballon d'eau chaude, il est relié à un contacteur qui est en général assez facilement identifiable au tableau électrique. Et au tableau électrique, ce contacteur, il a plusieurs positions. Donc, mettre le ballon en off, ça permet d'éviter qu'il chauffe pendant les pics de consommation. Et je ne vous l'ai pas écrit sur ce transparent-là, mais un autre geste pour baisser sa consommation plutôt au quotidien et au cours de l'année, c'est de penser à mettre son ballon d'eau chaude en off quand vous partez en vacances, parce que souvent, on ne pense pas que c'est un usage qui va continuer à maintenir en température pendant toute une absence. Et vous pouvez aussi passer votre ballon d'eau chaude en off sur des absences longues. Alors, je ne dis pas sur une journée, évidemment, mais quand vous partez une semaine, typiquement, ça vaut la peine de penser à faire ce geste. Voilà pour l'eau chaude. On va enchaîner avec les consommations en veille. Donc, les veilles, c'est tous ces appareils qui continuent à avoir une LED, un petit éclairage, une consommation non négligeable, alors qu'il n'est pas utilisé ou qu'il a juste la potentialité à être utilisé et à être réactivé. Donc, mettre une télévision en veille, mettre un ordinateur en veille, des imprimantes en veille, c'est des consommations qu'il faudra arriver à chasser un peu au quotidien.
Vous pouvez faire le tour de votre logement, effectivement, pour essayer de regarder tous les appareils. Alors, je ne dis pas de couper son radio-réveil, évidemment non, mais c'est bien tous les appareils les plus énergivores. Et dans les plus énergivores, je vous les ai listés, hein, c'est bien les ordinateurs et les écrans, les consoles de jeux, les imprimantes pour les foyers qui se sont équipés, parce qu'effectivement, pendant le Covid, on a eu besoin parfois, pour les enfants notamment, d'imprimer des documents scolaires. Ces imprimantes, elles restent en veille et c'est une vraie consommation d'énergie. Et enfin, les box, alors effectivement, c'est pas évident, mais les box Internet consomment pas mal. Et si on peut la couper la nuit, ça peut aussi être une source d'économie. On voit que ce geste, il commence à être aussi adopté par les clients, hein. On fait des expérimentations à la R&D et parfois les données ne remontent pas la nuit parce que les gens commencent à prendre l'habitude de couper leur box la nuit. Et donc, on avait chiffré que si on chasse vraiment la veille, alors l'ADEME a estimé que c'était à peu près jusqu'à 50 watts. Alors, 50 watts en continu, ça fait quand même beaucoup sur une année par logement. On estime que la consommation évitée de toutes ces veilles, c'est si tout le monde arrive à chasser correctement toute la veille et à ne pas mettre les équipements en veille, mais à les éteindre, ça pourrait représenter jusqu'à la consommation de toute la Bretagne pour une année. Voilà pour les veilles. Ensuite, je vous passe sur c'est l'éclairage. Voilà. Donc, l'éclairage. Donc là, ce qu'on vous propose de chasser, c'est quand même les technologies d'ampoules qui sont des halogènes. Donc, il faut savoir qu'un spot halogène consomme 4 fois plus que l'équivalent LED et qu'un lampadaire halogène, donc vous savez, ce sont des ampoules un petit peu longues, des lampadaires qui ont un éclairage effectivement extrêmement puissant de l'ordre de 300 watts. On trouve des technologies LED équivalentes, elles consomment 25 fois moins. Donc, chasser les halogènes de la consommation électrique, c'est vraiment réduire sa consommation et surtout les chasser à la pointe. Donc, l'ordre de signaux EcoWatt, enfin, je comprends que tout le monde ne changera pas son lampadaire, mais évitons en particulier d'allumer nos éclairages, nos spots halogènes et nos lampadaires halogènes lors des pics EcoWatt. Il faudrait favoriser systématiquement les LED lors du remplacement de vos ampoules. Effectivement, on estime que si la moitié des points lumineux qui ne sont pas encore étaient remplacés par des LED, on éviterait de consommer collectivement entre 1 et 2 TWh par an. Donc, je vous rappelle, hein, la consommation nationale, c'est 160, donc 1 à 2 TWh juste pour une technologie plus performante. Et enfin, évidemment, hein, ça coûte pas cher, mais il faut le rappeler quand même régulièrement, c'est éteindre les pièces inoccupées, parce que là, effectivement, c'est juste de la perte. Et à la pointe, donc là, c'est tout le temps, et à la pointe, si chacun essaie de faire l'effort d'éteindre une lampe, une seule par foyer, 30 millions de foyers, ça représente environ 0,6 gigawatts à la pointe. Et 0,6 gigawatts à la pointe, quand le système est tendu, ben, ça peut le préserver. Donc, c'est effectivement ce qu'on va proposer d'éteindre à la pointe. Et enfin, je crois que j'ai la cuisson. Voilà, donc sur la cuisson, un geste simple, c'est l'emploi d'un couvercle. Donc, effectivement, déjà, une plaque induction consomme moins qu'une plaque vitrocéramique qui consomme elle-même encore moins qu'une plaque électrique standard, ancienne. Voilà, les plaques en fonte là. Et donc, on utilise des technologies si possible performantes et ensuite sur une technologie donnée, mettre un couvercle. Alors, c'est compliqué le couvercle, mais c'est simple de mettre un couvercle, mais l'économie d'énergie, elle dépend malgré tout de ce que vous faites chauffer. Et donc, c'est entre 25% d'économie d'énergie sur un aliment jusqu'à quasiment les 3/4 d'économie d'énergie si vous chauffez de l'eau. En particulier sur l'eau des pâtes ou l'eau du riz, il faut mettre un couvercle, ça consomme 4 fois moins d'énergie. Voilà. Et enfin, vous pouvez aussi arrêter les plaques de cuisson ou le four avant la fin de la cuisson parce que vous avez une certaine inertie. Donc vous le remarquez, hein, quand le four, on peut l'éteindre quasiment parfois aux 2/3 de la cuisson. On évite d'allumer son four trop à l'avance pour le mettre en température. On essaie d'ajuster ce temps-là aussi de préchauffage. Et un geste aussi assez simple, mais il faut un petit peu anticiper, c'est quand vous choisirez de faire des plats surgelés, eh bien, c'est de décongeler, alors à température ambiante, au frigo la journée, puis à température ambiante avant la cuisson. Mais c'est bien de décongeler par des moyens plutôt naturels qu'en utilisant l'énergie du micro-ondes ou du four. Et enfin, à la pointe, il va falloir essayer de favoriser des modes de cuisson un petit peu plus rapides pour réchauffer un plat. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est de
cuisiner le week-end et de réchauffer la semaine, ou de cuisiner en journée et de réchauffer le soir. En tout cas, essayons d'utiliser plutôt un micro-ondes, une cuisson rapide ou une plaque électrique de façon un peu rapide que un four traditionnel qui va prendre effectivement plutôt 30 minutes au minimum pour faire cuire le plat. Et si un quart des ménages modèrent l'usage de moitié, donc par exemple, on prend un mode de cuisson rapide plutôt qu'un mode de cuisson lent, donc aux heures de pointe, ça représente à nouveau entre 0,4 et 0,6 gigawatts, et cet hiver, ça sera précieux. Voilà ce que je voulais vous proposer comme geste, et qu'on vous rappellera effectivement un peu régulièrement pour prendre cette habitude d'économiser l'énergie. À Très la bien, fois. merci. Allez-y, pardon. Non, Oui, c'est oui. bon. Très bien, merci pour cette présentation. Donc, pour résumer, on a deux problématiques à prendre en compte aujourd'hui, hein. C'est la baisse des consommations du foyer pour essayer de limiter cet impact de plus en plus fort de l'augmentation du prix de l'énergie sur le pouvoir d'achat de tout le monde, hein. On le voit, le chauffage, c'est ce qu'il y a de plus impactant dans la consommation énergétique, mais on n'a pas que ça. Et l'autre chose, c'est donc d'essayer de délester le réseau en période de forte consommation, donc aux périodes qui ont été présentées tout à l'heure, et ce qui peut également avoir un impact sur votre pouvoir d'achat en utilisant à bon escient les différents types de forfaits qui peuvent être proposés par les fournisseurs énergétiques. Donc voilà pour ce qui est du chauffage individuel. Donc comme je l'ai rappelé en introduction, on aura un temps de questions-réponses en fin de présentation, après la présentation de Monsieur Damour. Donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur le module questions et réponses. Donc une partie est traitée par ma collègue en ce moment même, et puis le reste, on le traitera tout à l'heure. Merci encore. Et puis Monsieur Damour, je vous laisse la main sur la partie chauffage collectif. Avec plaisir, bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci pour les petits gestes. Moi, je retiens l'histoire du couvercle. Alors, pour le coup, le coefficient de 4, je ne l'avais pas en tête. Et effectivement, c'est pas neutre. Merci pour ce point-là. Je partage mon écran avec vous et je vais aussi vous donner, sur la partie chauffage collectif, pas mal de petites astuces ce soir. Je m'appelle Anthony Damour. Je suis chez Coquelicot depuis 2 ans et j'accompagne l'ensemble des copropriétaires et syndics, du coup, dans les projets liés à l'amélioration, on va dire, des installations de chauffage et également aux enjeux de sobriété, de conduite du changement auprès des occupants. Coquelicot, c'est une boîte qui a été créée en 2016, du coup, qui est une jeune entreprise, mais qui est dans une dynamique vraiment de solutions liées à la décarbonation. Donc, on est vraiment dans le sujet. Historiquement, en logement collectif, les occupants, les résidents, avaient au final peu de moyens de pouvoir, on va dire, prendre la main sur le chauffage ou d'avoir des informations, ne serait-ce que prospectives concernant la facture de chauffage, puisque par définition, lorsqu'on est dans un ensemble collectif qui est chauffé collectivement, eh bien, il y a une chaufferie qui va pouvoir desservir tout le monde. Celle-ci, elle est entretenue du coup par un chauffagiste ou un exploitant qui a la main dessus et qui finalement pilote en fonction du contrat qui le lie avec le gestionnaire. Donc c'était un sujet assez compliqué, mais pour autant, vous allez voir qu'il y a des gisements qui sont extrêmement importants également sur la partie chauffage collectif. Comment on peut parvenir à atteindre 20 à 30% d'économie? En fait, c'est finalement assez simple. Il y a 2 enjeux. Il y a un enjeu qui va être lié au comportement, aux enjeux de sobriété. Je vais reprendre quelques mots-clés, quelques éléments qu'on a vus précédemment avec les copains de chez EDF. Et on va avoir des enjeux liés au traitement de la donnée qui va permettre du coup de mieux comprendre le comportement thermique du bâtiment, de mieux comprendre les dysfonctionnements et donc de les régler pour aller chercher des gains sur l'optimisation. Quand on parle de sobriété, le premier sujet, c'est la responsabilisation. Historiquement, en logement collectif, la facture est divisée au tantième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez quelqu'un qui fait très attention, qui prend soin de fermer ses robinets thermostatiques à chaque fois qu'il s'absente, par exemple, et un voisin qui, lui, ne fait pas du tout attention, qui a tous les robinets à fond toute la journée, de jour comme de nuit, même quand il est absent, par exemple, eh bien, ça n'a aucun impact sur la facture. Cette facture, elle est divisée à la surface. Donc, le premier sujet, c'est de dire, il y a un mode de répartition plus équitable qui se veut être le plus proche de la consommation réelle de chaque logement, ce qu'on appelle l'individualisation des frais de chauffage. Donc, un enjeu immédiat de responsabilisation. Et dans cette dynamique, les gens qui sont aujourd'hui vertueux sont immédiatement récompensés. Ceux qui n'avaient pas les bons réflexes vont être encouragés du coup à les adopter pour avoir un impact positif sur leur facture.
On a parlé de beaucoup d'éco-gestes précédemment, du coup, avec EDF. Là aussi, côté Coquelicot, c'est vrai que c'est aussi du bon sens et des bonnes pratiques, un peu comme on le citait tout à l'heure, mais je reviendrai dessus. C'est vrai que fermer ses volets la nuit, du coup, et ses rideaux, ça a un impact réel sur la facture qui n'est pas négligeable. Pareil, pensez à les ouvrir lorsque on a des apports solaires donc en journée. Là aussi, faire rentrer le soleil, c'est de l'énergie gratuite, du coup, quelque part pour son logement. Donc, c'est plutôt au départ des pratiques et du bon sens, mais qui ont des réels effets, tant sur la facture, du coup, que sur le confort dans les logements. Sur la partie plutôt optimisation, je ne rentrerai pas trop dans le détail aujourd'hui, parce qu'il y a plein de points techniques, mais juste sur les mots-clés que vous découvrez avec moi. L'enjeu, c'est de dire qu'une fois que j'ai des données de température à l'échelle de l'ensemble des logements d'une résidence, je vais pouvoir observer des déséquilibres éventuels. Je peux avoir un escalier qui est beaucoup plus frais que l'autre, ou un étage beaucoup plus chaud que d'autres. Et donc, ces déséquilibres, du coup, peuvent être traités, mais pour les traiter, faut-il encore les identifier? Et vous allez voir qu'après, avec la technologie et la solution qu'on propose, de fait, on accède à ces données. On a parlé de réduit de jour tout à l'heure. Je fais le pendant sur le réduit de nuit. C'est vrai qu'en logement collectif, l'occupation du coup en journée est minimisée, alors que généralement la nuit, c'est là où il y a le plus d'occupants pour la phase de sommeil. Et donc, on applique plus difficilement au logement collectif un réduit de jour, mais par contre, on va bien évidemment plutôt pratiquer un réduit de nuit. Concrètement, c'est quoi? C'est baisser de 2 degrés la température de l'ensemble entre 23 heures et 5 ou 6 heures du matin, pour qu'à 7 heures, globalement, on retrouve, avec la relance de la chaufferie, un niveau de confort qui correspond aux attentes. Les enjeux de régulation, c'est un espace un peu plus technique, je vais faire encore plus court, mais c'est de dire que la chaufferie, elle délivre une température et une puissance, du coup, qui permet de livrer correctement de la température à l'ensemble des logements dans un ensemble collectif. Ici, il faut s'imaginer qu'en variant ces températures de départ et en variant les heures ou les puissances, du coup, on a des gains économiques qui sont aussi extrêmement importants. Notamment quand on est sur des débuts de saison de chauffe, comme c'est le cas en ce moment, on va commencer gentiment à rallumer les résidences collectives, on n'a aucun intérêt à envoyer 70 degrés dans le réseau pour tout le monde, parce que là, on va être en surchauffe immédiate, et donc on va surconsommer et gaspiller l'énergie qui nous est précieuse. Et je ferai une petite digression sur les réclamations. C'est vrai qu'en ensemble collectif, c'est toujours compliqué de savoir où on en est de sa température. Et donc, quand on a un sentiment du coup de fraîcheur, on a tendance rapidement à appeler son gestionnaire, son bailleur, son syndic, et à manifester un certain mécontentement en disant « Oh là là, il fait super froid ». Et là, vous allez voir qu'à la fois, l'occupant va finalement bénéficier d'un thermomètre, on va dire, en ligne et en temps réel. Et finalement, le gestionnaire va aussi pouvoir bénéficier d'informations pour pouvoir constater des éventuelles anomalies et traiter plus facilement les réclamations qui s'attendent à être assez nombreuses cette année pour les raisons qu'on a évoquées. L'individuation des frais de chauffage, au départ, c'est quelque chose d'extrêmement vertueux. Je l'ai dit par rapport au tantième. C'est vrai que c'est d'encourager les comportements vertueux et permettre du coup des réductions de factures de chauffage. L'ADEME, dans son étude de 2019, sur un peu plus de 4000 logements, table sur une économie moyenne de 15% sur les enjeux de consommation individuelle. Donc ça, c'est vraiment pas neutre. Et je voulais simplement souligner qu'en matière de répartition de frais de chauffage, il y a donc une nouvelle technologie qui a été certifiée cet été, qui est la technologie que Coquelicot propose, du coup, et qui se base sur la mesure de la température ambiante dans les logements. Tac, je le mets ici à l'écran, on le verra encore un peu mieux, mais l'idée, c'est qu'à partir de sondes de température, du coup, on va être en capacité de pouvoir mesurer le confort dans le logement, et cette mesure de confort va permettre derrière de traiter les charges individuelles pour chacun des occupants. Concrètement, qu'est-ce qui change par rapport aux technologies de répartition actuelles? En fait, aujourd'hui, ça vous devez connaître, c'est des petits boîtiers qu'on fixe sur les radiateurs, qu'on appelle des répartiteurs de frais de chauffage. Ces répartiteurs sont souvent associés à des coefficients ici qui sont appliqués pour éviter du coup d'avoir des effets d'inéquité entre des logements défavorisés et des logements favorisés. On a des logements qui sont ici par exemple qui peuvent bénéficier de coefficients comme 10% si je me situe en dessous d'un porche, mais ce 10%, si le bâtiment est vraiment mal isolé sur le plancher, en fait, ce sera clairement insuffisant. Il faudrait 50 ou 60% par exemple. Et donc, le caustique qui édite ces coefficients et finalement les guides de bonne pratique en matière de répartition indique en conclusion qu'il serait préférable de réaliser une étude thermique du bâtiment pour pouvoir faire
finalement une répartition plus équitable et avoir des vrais coefficients pour tout le monde. C'est la deuxième phase technologique de Coquelicot. On a donc des capteurs dans les logements, des sondes, et en parallèle, on a un clone numérique du bâtiment. Et ce clone numérique est en capacité donc de donner les vrais besoins de chaleur pour chacun des logements de la résidence. C'est un point que vous allez facilement comprendre en mettant quelques mots clés dessus, mais un logement qui est orienté au sud et en haut, il n'a pas du coup les mêmes besoins de chauffage qu'un logement qui est plutôt au nord ou au nord-est et qui est au rez-de-chaussée, par exemple. Donc, selon où on se situe dans une résidence, on n'a pas les mêmes niveaux de consommation. Je vais revenir sur la capacité de ce jumeau parce que Cyril le disait tout à l'heure en introduction, il y a une valeur qui est importante quand on est en copropriété. L'enjeu, c'est plutôt un enjeu stratégique, c'est d'avoir une vision avec notamment les plans pluriannuels de travaux désormais. La maquette numérique que l'on réalise, du coup, c'est une maquette dite STD, simulation thermique dynamique. Je suis désolé pour les gros mots, mais c'est un point qui est extrêmement important parce que cette maquette, du coup, elle va vous être utile derrière pour pouvoir projeter des scénarios de rénovation, de réhabilitation, d'ITE, d'ITI, de changement de menuiserie, etc. pour votre résidence. Donc, ça vous servira et ça alimentera vos projets de réflexion pour des rénovations plus lourdes à l'échelle de la résidence. C'est la technologie la plus pointue en matière de simulation pour venir challenger, on va dire, les scénarios de réhabilitation, de rénovation de votre bâtiment. Donc ça, c'est une vraie valeur. Pour que tout ça fonctionne, on fait donc ce jumeau. On a une infrastructure de communication du coup dans les logements. Et puis derrière, on a des sondes donc, de température que je vous ai montrées. Et ces sondes sont accompagnées de robinets thermostatiques. Pour encourager la sobriété, il faut que l'occupant puisse avoir la main sur ses radiateurs et puisse donc gérer finalement la consigne, la température demandée sur le radiateur. Alors là, j'en ai un qui est digital. Je vous le montre à l'écran, je suis un peu flouté, clac. Mais vous comprenez le principe. Du coup, je le tourne et j'affiche une température de consigne. S'il n'est pas digital, il est gradué, vous savez, de 1 à 5. Et ça, c'est vraiment précieux. On avait des éco-gestes tout à l'heure en nombre qui nous étaient donnés. Ici, j'en donne 2-3 petites astuces. C'est vrai que quand l'énergie n'était pas chère, on fermait sa porte le matin, on partait au travail, on ne baissait pas ses radiateurs. Aujourd'hui, c'est très stratégique. Si vous pensez du coup à diminuer l'intensité demandée en volume d'eau pour votre radiateur, donc à baisser, à fermer un peu votre robinet thermostatique, on parle aussi d'économies qui vont entre 10 et 20%. Donc c'est clairement stratégique. Pareil, lorsque vous absentez pour une période plus longue, par exemple un week-end, il est important de les baisser. Je ne voulais pas afficher les valeurs du code de l'énergie et faire ces rappels à tout le monde en se disant, voilà, 19 degrés dans les pièces de jour, plutôt 17 dans les pièces de nuit, et quand on s'absente plus de 48 heures, 8 degrés demandés en consigne. Ça existe depuis 1974, donc ce n'est pas tout neuf. Néanmoins, c'est quand même des enjeux aujourd'hui que de pouvoir avoir des effets sur sa facture quand on parle de consommation de gaz ou de réseau de chaleur ou de fuel ou de bois. Et l'accès logiciel, c'est donc la promesse et le livrable que je vais vous montrer maintenant en vision résident. L'objectif, c'est de pouvoir travailler sur des éléments de langage simples, un peu comme on l'a vu sur l'appli EDF tout à l'heure. L'idée, c'est de se dire, je suis au plus proche de ma consommation réelle et finalement, on me parle avec des langages qui me conviennent, qui ne sont pas des kilowattheures, qui ne sont pas des index, mais qui sont au final des degrés, des euros. Donc, un langage plutôt universel. Je surveille le timing. On est encore bon. Alors, je vais déplacer ma petite barre là-haut. Si j'y arrive, ouais, parfait. Concrètement, quand je suis un copropriétaire ou un locataire d'un logement collectif, comment ça se traduit pour moi? J'ai accès sur ma plateforme. Alors là, je vous le montre sur un écran d'ordinateur, mais ça pourrait être sur smartphone. J'accède en premier lieu à un bilan de consommation. Ce bilan va me dire où j'en suis de ma consommation annuelle et va me permettre aussi une comparaison par rapport à mes voisins. Ça, c'est la loi qui l'impose depuis début janvier, mais c'est pour encourager, là aussi, au comportement positif et vertueux, de dire finalement où est-ce que je me situe par rapport à la moyenne des voisins de la résidence. Donc, un bilan classique annuel et une dynamique identique, mais en mensuel, en se disant, finalement, en euros et en degrés, où est-ce que j'en suis, du coup, en fonction des mois. Et puis, je peux, là encore, me rapprocher
au plus proche de mes besoins ou de ma consommation. Et par exemple, je pourrais regarder où j'en suis ici sur le mois d'octobre. Sur ce logement, vous voyez, on est en moyenne à 19,7 dans le logement hier pour une résidence qui était en moyenne à 20,1 degrés. Donc on a maintenant des outils, quelque part une sorte de thermomètre, on va dire dynamique et en ligne, qui permet de mieux savoir où on en est, du coup, du niveau de confort dans son logement. Et ça, en logement collectif, du coup, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de précédent. C'était toujours compliqué. Il fallait éventuellement un thermomètre du commerce, mais avec les reproches de précision qu'on leur connaît. En parallèle de cet outil ici, qui est plutôt un outil donc, de bilan, on a un outil de simulation. Et cet outil de simulation, il a une valeur qui est, là encore, fondamentale et qui est absolument innovante en logement collectif, qui permet de dire aux résidents, aux occupants, OK, donc je me suis chauffé, alors je crois que c'était 23 degrés et demi sur l'exemple que je vous prends, donc c'était février 2022. Peu importe le logement et peu importe la région, mais c'est un logement qui en février s'est donc chauffé à 23 degrés et demi. Ça a généré 96 € du coup d'équivalent charge chauffage sur ce mois, par rapport à une moyenne résidence qui était à 21 degrés 1 et une moyenne charge résidence à 85 €. Donc on voit qu'on est sur un logement qui est plutôt gros consommateur par rapport à la moyenne des autres occupants, mais on lui permet, du coup, au travers de cet outil, de se dire, OK, si par exemple, je me positionne à 19 degrés, qui est donc la température officielle en ensemble collectif relatif au code de l'énergie, ici, vous voyez, je serai à 17 € d'économie. Non plus 93, mais 75 € de charge. Et donc, ces outils permettent de pouvoir encourager les comportements vertueux et pouvoir quantifier la somme de petits gestes qu'elle peut apporter au final à chacun des résidents. Dans le logement collectif, du coup, quand on accompagne et quand on met en place nos projets, en fait, on a des communications qui sont extrêmement fréquentes et au plus proche des réalités des mois. Par exemple, quand on est en début de saison de chauffe, du coup, le premier argument, le premier élément que l'on communique aux résidents, c'est de leur dire faites confiance au chauffage collectif et évitez d'utiliser des chauffages d'appoint. Ça a été dit tout à l'heure, mais effectivement, ce sont des sources qui sont énergivores et finalement, vous allez payer quelque part 2 fois le même service. Donc, c'est quelque part un non-sens. Il y a sans doute d'autres solutions. Et si vraiment il fait trop frais, si vraiment il y a des problèmes techniques, les remonter dans ce cas-là au gestionnaire. Je reviens sur le soleil, mais ça fait sens. Effectivement, quand vous avez des apports solaires en journée, ne les bloquez pas. Donc, pas de rideau, du coup, occultant, et pas de volet baissé. Au contraire, on laisse rentrer cette source naturelle de chaleur. Je parlais des robinets thermostatiques et de l'effet induit, 10 à 20%. C'est primordial. S'il n'y a personne dans le logement en journée, je prends ces bons réflexes d'aller baisser et de passer de 5 à 2, par exemple, l'ensemble de mes robinets. Si je suis sur des robinets connectés, c'est encore plus simple. Aujourd'hui, ça peut se faire avec une application smartphone pour les plus, numérisés d'entre vous, ceux qui ont envie vraiment d'aller vers des technologies un peu plus digitales. N'hésitez pas. On le disait aussi dans les éco-gestes, mais la fermeture des volets la nuit, quand on a ce jumeau numérique, nous, à l'échelle de chaque résidence, cette maquette, en fait, s'il y a des volets sur la résidence, on va être en capacité, du coup, de chiffrer les économies. Généralement, la fermeture des volets, dans ce que l'on mesure chez Coquelicot, c'est à peu près 6% d'économie d'énergie. Donc, si je pense la nuit à fermer mes volets, à tirer les rideaux, j'ai potentiellement 5, 6, 7% d'économie d'énergie au cumul de l'année. Et puis, une fausse idée, du coup, qu'on n'a pas encore évoquée, mais qui est importante en matière de confort dans les logements. Le confort, c'est la résultante, on va dire, de 2 éléments techniques principaux, une température et également, du coup, un taux d'humidité. L'humidité dans les logements, du coup, pour y pallier, au-dessus des fenêtres, on a des petites aérations et puis on a des systèmes dits de VMC qui permettent d'extraire du coup l'air. Et il y a maintenant, depuis notre ami Covid, des obligations et des messages forts en matière du coup d'aération des logements, au moins 2 fois 15 minutes par jour, matin et soir. C'est primordial. C'est extrêmement important parce que ça va venir chasser en fait l'humidité qui est présente dans le logement. Et l'air humide est plus compliqué à réchauffer que l'air sec. Et donc, on consomme moins d'énergie au final quand on va ventiler son logement. Donc, on a tendance à vouloir des fois se dire, oh là là, l'air part trop vite, elle aspire trop vite ma bouche VMC, donc je vais la bloquer. C'est vraiment une fausse bonne idée parce qu'au final, ça va engendrer donc plus d'humidité, donc plus de difficulté à réchauffer la pièce et éventuellement des dégâts si ça devait durer trop longtemps. Donc, faites attention
du coup à cette partie-là. Voilà pour moi, Cyril et Elisabeth. Merci à tous. Très bien, merci Monsieur Damour pour cette présentation, cette explication de l'individualisation des frais de chauffage qui, il faut le rappeler aujourd'hui, est une obligation depuis le décret d'application de la loi Elan de 2019, il me trompe, il me semble. Pour synthétiser, je pense, ces présentations, moi, ça me rappelle un processus qui est très connu, qui est souvent celui de l'amélioration continue. Ce qui m'a traversé l'esprit à travers vos présentations, c'est que dans un premier temps, il faut arriver à mettre en place des outils qui permettent de contrôler ces consommations. Donc, on a vu l'interface d'EDF. Il me semble que tous les fournisseurs ont l'obligation de mettre à disposition de leurs clients une interface qui leur permette de voir leur consommation d'énergie. Donc, il faut s'y connecter, s'inscrire et effectivement, on peut modifier après l'échelle sur laquelle on va voir ses consommations. Je crois que de base, c'est journalier, on peut modifier heure par heure. Vous me trompez, Madame Logerotte et inversé si je me trompe là-dessus. Ou alors, mettre en place des choses qui n'existent pas encore. Donc, si on a un chauffage collectif, mettre en place cette individualisation, ces répartiteurs qui vont nous permettre de voir la consommation de chaque logement. Et tout ça en essayant ensuite d'adapter sa consommation selon ses besoins, ses usages, et de revenir sur ces méthodes d'outils de contrôle pour voir si effectivement ça a eu un impact positif, négatif, et d'ajuster de ça et de continuer tout au long du cycle. Et ça, pour les raisons que l'on a indiquées, tout simplement sur votre portefeuille, l'impact énergétique va être de plus en plus fort, donc on ne peut plus chauffer le logement comme on le voulait. C'est un effort que l'on doit faire pour respecter nos objectifs vis-à-vis de la transition énergétique. Et puis, donc voilà, c'est dans l'air du temps. Et puis, on commence à avoir pas mal d'obligations vis-à-vis de tout cela. Donc maintenant, on va avoir Cyril, un temps. Ouais. j'aimerais juste dire un petit point. Je suis très en phase avec ce que vous dites. Simplement, il y a encore aujourd'hui pas mal de contrats de résidence, de copropriété qui sont encore sur des contrats, on va dire, plutôt bénéfiques en termes de coûts. Je dirais qu'il est urgent de ne pas attendre d'être sur des nouveaux contrats et des nouveaux tarifs, parce que plus on va attendre, plus on va conserver quelque part de mauvaises habitudes. Mais en tout cas, plus on va prendre les bonnes habitudes tardivement, et plus ça va être compliqué, du coup, lorsque les contrats vont basculer sur les nouvelles échelles de valeur. Voilà, je veux juste apporter cette précision. Vous Donc, avez raison de rappeler allez-y ça. dès à présent. Et ça fera l'objet d'un rendez-vous CoPro du mois de décembre, durant lequel on va présenter les différents contrats de chauffage. Effectivement, il y a une période dans laquelle c'est important de s'y prendre en avance pour obtenir les taux qui sont les plus avantageux pour les copropriétaires. Je ne sais pas si vous avez des remarques du côté d'EDF avant de commencer les questions-réponses. Non, nous c'était très clair et effectivement, la solution nous paraît intéressante. Très bien, parfait. Elisabeth? Donc, on va enchaîner effectivement sur les questions. On a quelques questions. La première, c'est peut-être plutôt pour Madame Logerotte, c'est qu'il existe des applications dans les pays européens qui affichent en temps réel la conso avec des couleurs rouge, orange, vert et donc la valeur. Et donc, pourquoi cela n'existerait-il pas en France? Alors, ça existe aujourd'hui, alors peut-être pas tout à fait sous la même forme, mais notre application qui s'appelle InfoWatt, qu'on vient tout juste de lancer pour nos clients précaires. C'est une obligation légale qui leur permet en fait de suivre leur consommation d'électricité en temps réel. Aujourd'hui, effectivement, nous, sur la nôtre, sur les outils de suivi conso, on a les consommations journalières de la veille. Merci. J'ai une question là qui sera peut-être plutôt pour Madame Imberti. Est-il plus économique de faire cuire au gaz ou au micro-ondes? Alors, on ne va pas opposer les énergies, il faudrait faire un bilan. C'est difficile de répondre à cette question. Il faut privilégier ce qui va utiliser le moins d'énergie, c'est sûr, et donc c'est plutôt des temps plus courts. Ça, c'est d'un point de vue général. Typiquement, pour faire chauffer de l'eau, on pourrait presque même préférer une bouilloire que de prendre une casserole avec l'inertie du contenant plus le couvercle. Mais cuire au gaz ou cuire au micro-ondes, ça dépend ce que vous faites cuire. Si vous faites cuire un steak, j'ai envie de dire, n'utilisez pas votre micro-ondes pour le goût. C'est vraiment une question pas évidente. Privilégions les temps courts de cuisson. C'est peut-être le plus simple pour mon message.
D'accord. Donc ensuite, c'est plutôt une question sur le collectif. Comment fait-on pour répartir les coûts de consommation de chauffage, alors là, c'est des chauffage par le sol, entre les copropriétaires? Et donc, comment motiver les copropriétaires à une contribution écologique et vertueuse? Déjà, ce que je n'avais pas dit, c'est que la répartition est à 30% du coup en collectif. Donc, on garde une part de la facture du chauffage liée en collectif pour les parties communes, les erreurs éventuelles. Ça, c'est quelque chose d'historique. Et donc, 70% de la facture de chauffage est au final individualisée. Ça ne peut fonctionner techniquement que lorsque les occupants ont la capacité de réguler la température dans le logement. Donc, si je suis en plancher, si j'ai des nappes qui vont faire du coup plusieurs logements et donc recouvrir quelque part des planchers et des étages, c'est possible si j'ai du coup dans mon logement une petite consigne, une console murale qui pilote un servomoteur qui est lui caché en gaine palière. Donc, il y a des cas d'exclusion technique. Si vous n'avez pas cette capacité du coup à agir directement vous sur la température de votre logement, donc à réduire le débit d'eau chaude pour le chauffage, bah, au final, vous n'êtes pas soumise à l'IFC. Voilà. D'accord. Et alors, comment ça se passe? Bon, je suppose que c'est un petit peu la même chose. Comment on compense les surplus de chauffage pour les logements qui seraient situés, qui vont moins bénéficier des appels solaires, notamment, qui vont être plutôt situés au nord, par exemple? Alors Ou à ça, c'est tout l'inverse, l'enjeu ceux de... qui auront trop de Ouais. chaleur parce qu'ils seront situés en plein sud. C'est tout l'enjeu de la maquette que l'on fait en début de projet, puisque cette maquette, ce jumeau numérique, va donc prendre en considération toutes les déperditions thermiques et tous les apports solaires. Et effectivement, il y a des logements qui sont favorisés, d'autres qui ne le sont pas. En tout cas, chaque logement aura un coefficient précis de consommation, du coup, et pas juste quelques logements, comme c'était le cas jusqu'à aujourd'hui. Et j'avais gardé ce joker, je m'attendais à cette question. On a aussi une capacité à rétablir quelque part l'équité à l'échelle de la résidence en appliquant un coefficient qui soit positif ou négatif pour chacun des logements, selon qu'il soit au nord et au sud, et au final retrouver une situation très harmonieuse, tout en permettant quand même d'avoir des montants de charges différents, notamment par l'usage des robinets thermostatiques, comme je l'évoquais avant. Merci. Alors, Donc on a soit on le fait au une... réel, soit on a des coefficients qui ajustent et qui relissent finalement ces écarts. D'accord. Pardon, On Elisabeth. a une réponse concernant le coût de la solution Coquelicot. Je ne vais pas vous demander, Monsieur Damour, d'y répondre en direct, mais je vais inviter les personnes qui sont intéressées à prendre contact directement avec Coquelicot. Mais là, on va pas voilà, on va pas répondre à ce type de questions maintenant. Concernant, il y a aussi une question un petit peu sur à la fois les éco-gestes proposés sur l'éveil et en même temps la contradiction potentielle avec la solution Coquelicot. C'est-à-dire dans un cas, on dit ne pas laisser d'appareil en veille connecté et en même temps, la solution Coquelicot certainement oblige de garder constamment un objet connecté. Alors, enfin, là-dessus, soyons clairs, hein, ces chassons les veillent inutilisés, d'appareils qui ne sont pas utilisés. Donc, je ne voudrais pas qu'on confonde le message. Évidemment, les objets connectés, s'ils rapportent une information pertinente et si vous sortez, si vous avez une sécurité connectée, que vous sortez de chez vous, évidemment, vous allez l'activer et elle va vous rendre un service. C'est vraiment l'analyse du service rendu versus le coût de laisser un appareil en veille. Je pense que ce qu'il faut absolument chasser, c'est vraiment les ordinateurs, les consoles de jeux, les imprimantes, c'est ceux que je vous ai listés en priorité. La box Wi-Fi, si elle ne remonte pas d'informations pertinentes et si l'utilisateur n'en a pas besoin. Et évidemment, après les objets connectés, il y a quand même eu des gros efforts aussi des constructeurs pour réduire leur consommation à quelques watts et avoir juste une petite information qui remonte. Donc, il faut effectivement juger le coût-bénéfice, mais chassons ce qui n'est pas utilisé et inutilisable pendant que vous n'êtes pas là. Voilà, une question de bon sens. C'est ça. Et pour la montrer, vous voyez, j'ai enlevé le floutage, je ne sais pas si je peux le faire facilement. Mais l'idée, c'est que ce sont des sondes, des sondes qui fonctionnent sur pile et qui sont données pour 10 ans d'autonomie. Voilà, c'était important aussi d'avoir des produits qui tiennent dans la durée et qui ne nécessitent pas un changement à 18 ou 24 mois, par exemple, comme ça existe par ailleurs. Voilà, il y a aussi une question sur la rentabilité de ce type d'installation là pour ces installations en collectif. Et la deuxième question, au-delà de tout ce que vous nous avez expliqué, comment faire comprendre aux autres copropriétaires l'intérêt de ce type de solution? Si vous avez encore d'autres arguments. Oui, en fait, alors, le premier sujet, c'est quand même l'Assemblée générale. Et suite à l'Assemblée générale,
il y a les prises de rendez-vous qui vont être faites pour équiper chaque logement. Au moment où on a ces prises de rendez-vous et on rentre dans les logements, on est donc en contact avec l'utilisateur et le consommateur. Et c'est là où va commencer du coup la première interaction envers les éco-gestes. Et donc, c'est de leur dire, voilà pourquoi on vous met ça, voilà à quoi ça sert, voilà les bonnes pratiques au quotidien. Mais ça, au final, ça ne suffit pas. C'est vrai que si on veut éviter l'effet rebond, donc perdre le bénéfice d'un résultat dans le temps, eh bien, il faut maintenir un engagement quelque part avec le résident. Et cet engagement, pour nous, il se veut mensuel, d'ailleurs été comme hiver, parce qu'il y a aussi des sujets de confort d'été, l'été. On l'a bien vécu cette année. Et donc, c'est chaque mois, du coup, des nouvelles astuces, des nouvelles informations, et qui sont pertinentes parce qu'elles se font à l'échelle de la résidence. J'ai vu dans la présentation tout à l'heure EDF le chiffre de l'ADEME sur la consommation de chauffage, où en France, on dit, et c'est juste, 1 degré égale en moyenne 7%. Ça reste une moyenne, coquelicot. Quand on numérise le bâtiment, quand on fait ce jumeau, on a la vraie valeur du pourcentage. Donc, quand on communique aux résidents de cette résidence, aux occupants de cette résidence, du coup, on va leur dire, ben voilà, chez vous, 1 degré, c'est 11%, 1 degré, c'est 8%, 1 degré, c'est 14%. Ça arrive parfois. Donc, on est au plus proche de leur réalité et on les anime mensuellement. J'aurais une question pratique par rapport à votre solution. Comment ça se passe dans la vie décisionnaire de la copropriété? Comment est-ce que c'est voté en AG? À quel article? Si quelqu'un refuse l'entrée dans son logement pour y mettre un répartiteur, comment ça se passe dans ces cas? Super question, Cyril. En fait, du coup, c'est pas grave si tout le monde n'est pas équipé. Je vais répondre par la fin. On a 2 hypothèses pour la suite. Soit on met un forfait sur la température moyenne de la résidence, et donc ça, c'est acté en AG. Soit on considère malgré tout que les occupants sont a priori plutôt de mauvaise foi et ne souhaitent pas, pour plein de bonnes ou mauvaises raisons, être équipés, et donc on les pénalise, et le conseil syndical prend la décision de les mettre sur la fourchette haute des températures moyennes de la résidence. Donc, ils n'auront pas d'outils et pas de moyens de revenir en arrière, sauf à être équipés de la solution. Maintenant, il y a toujours 3 passages qui sont faits. Il y a des communications en boîtage individuel, en affichage partie commune, par SMS. Donc, il y a une multiplication des moyens de communication, et pour l'heure, les taux de pénétration sont plutôt très bons. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui s'approprient ce type d'outils et qui souhaitent aller vers des enjeux de sobriété. Je ne dis pas que c'est encore collectif et 100%, mais en tout cas, ça progresse de jour en jour, et je pense que chez EDF, l'appropriation de l'application et les demandes que vous devez enregistrer pour avoir un accès à la donnée en pas de temps de 30 minutes doit être en croissance permanente. Oui. Oui, c'est ça. Il y avait une question justement à ce sujet-là, en disant pourquoi on n'a pas de suivi heure par heure. Donc voilà, Il y a effectivement un suivi en fait, qui est possible au pas de 30 minutes avec le consentement du client. Et effectivement, c'est les consommations de la veille, puisqu'il faut le temps que Enedis nous transmette les données de consommation. Mais ça donne déjà un bon aperçu en fait, des comportements journaliers et une possibilité d'analyse de la consommation, en tout cas la possibilité de mieux la comprendre et voir sur quel levier on peut agir. Oui, puis ça évite aussi justement de répondre à cette question d'être connecté constamment en temps réel. On peut faire une analyse quand on a le temps, quand on prend le temps de faire cette analyse-là avec ces outils. Alors, on n'a plus de questions. Si on a encore quelques minutes, si quelqu'un veut poser une question, mais pour l'instant, on n'a plus de questions. Je te laisse peut-être, Cyril, reprendre. Ouais, moi j'aurais une autre question pour EDF. On a parlé, mais peut-être que ça mériterait plus d'approfondissement sur les forfaits heures creuses, heures pleines, et ce que vous appelez forfait tempo, qui est une offre spécifique d'EDF peut-être. Résumer ce que c'est, dans quel cas c'est intéressant pour ceux qui veulent contracter ce type d'offre. Alors, ce sont des options en fait. Alors, tempo, c'est une option du tarif réglementé de vente. Et l'option heure creuse et heure pleine, c'est une option de l'offre du client et qui est surtout intéressant si le client est équipé d'un ballon d'eau chaude, justement, pour qu'il soit servi automatiquement et qu'il se réchauffe pendant les heures creuses. Et l'option tempo, juste que vous me laissiez 2 minutes. Il y a eu une grosse campagne de communication sur Tempo. Je fais partie des destinataires, et il y a plusieurs vidéos qui circulent aussi sur Internet qui montrent les bénéfices, qui sont plutôt bien faites à ce sujet. En fait, l'option tempo, ça vous permet. Voilà, ça vous permet. Mais je cherchais. C'est alors déjà pour les clients qui ont un contrat d'une puissance de 9 kVA, si je ne dis pas de bêtises, et donc qui a
on demande, il y a 22 jours rouges dans l'année, donc ce sont les jours où, en fait, où il y a des pics de consommation et où on demande en fait aux clients Tempo de réduire fortement leur consommation. Et pour eux, en fait, ces jours-là, le prix du kilowattheure est 3 fois plus cher que pour les autres. Donc, ils ont tout intérêt en fait à s'effacer. Donc, évidemment, donc ce sont des clients, comme je disais, qui ont une puissance de 9 kVA, mais qui sont équipés de chauffage alternatif, comme des poêles à bois, comme Oui, c'est essentiellement ça. essentiellement ça. Et en contrepartie, il y a 300 jours bleus et 43 jours blancs où le prix du kilowattheure est beaucoup moins cher. Donc, en fait, c'est des gens qui ont appris à comprendre la tension sur le réseau et à s'effacer naturellement beaucoup les jours rouges, moins les jours blancs, effectivement. Et en contrepartie, ils payent beaucoup moins cher les jours bleus. Et donc ça, pour la tension réseau. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les jours rouges, il ne peut pas y en avoir plus de 5 d'affilée, donc du lundi au vendredi et jamais le week-end. Oui, tout à fait. Et les jours rouges interviennent entre le 1er novembre et le 31 mars. Oui. Et effectivement, il ne tombe jamais le week-end ni les jours fériés et il ne peut pas y en avoir plus de 5 consécutifs. Merci. On a aussi une question sur les contrats heure creuse, heure pleine. Est-ce qu'il n'y a pas un système automatique de mise en place des chauffe-eau sur les heures creuses? Si. Je pense que ça peut s'installer. Oui. Oui, en fait, au moment de la mise en place du contrat, il faut que le ballon soit bien asservi pour se déclencher automatiquement et chauffer aux heures creuses. Après, avec son suivi de consommation 30 minutes, le client peut vérifier aussi les plages sur lesquelles il y a des forts appels de puissance. En général, c'est son ballon d'eau chaude qui se déclenche. Il peut aussi en avoir une lecture s'il est un petit peu avisé sur sa consommation électrique via l'outil de suivi. D'accord. On a une question sur la puissance de l'abonnement qui a été souscrit. Est-ce qu'on peut souscrire à Tempo, quelle que soit la puissance demandée? Non, c'est pour les clients. Les critères actuels, c'est 9 kVA minimum. Voilà, donc si vous êtes à 6 ou moins, ce ne sera pas possible. Merci. Alors, concernant de nouveau le collectif, on a une question sur le vote en AG pour installer ce type d'installation. Quel type de vote faut-il? Est-ce que c'est une vote à la majorité? À quel article? Oui, donc, à la majorité, effectivement. L'article 24, donc. Je ne l'ai pas en tête, du coup, je suis très mauvais. La majorité des présents ou la majorité? C'est la majorité des présents. Ouais. D'accord, donc c'est le vote simple. Merci. Ouais, en tout cas, c'est toujours comme ça que je l'ai vécu en AG. D'accord. Est-ce que la pose de robinet thermostatique est obligatoire ou sera obligatoire en copropriété? Alors, en fait, c'est une double réponse, c'est oui et non. Dans les textes, effectivement, il faut un organe de régulation, donc un robinet thermostatique. Néanmoins, et les copropriétaires qui nous écoutent le savent, c'est évidemment compliqué d'imposer cet achat à l'ensemble des copropriétaires pour plein de raisons. Il y en a qui les ont changés il n'y a pas longtemps, il y en a qui n'ont pas du tout les moyens économiques de le faire. Et un robinet classique, fourni, posé, aujourd'hui, c'est à peu près 75 € le prix marché. Et donc, si j'ai 6 radiateurs à équiper, vous voyez que le budget, tout de suite, on me demande en année 1 de faire un effort financier de 300, 400, 500 €. Et donc, on ne peut pas, ou c'est difficile de l'imposer à tout le monde. Je vais même aller plus loin. Quand c'est imposé à tout le monde et que ça passe en AG, que c'est voté en AG, on n'arrive de toute façon jamais à équiper l'ensemble des logements. Donc, le plus simple, du coup, c'est de ne pas en faire un combat et de le mettre en option, du coup, sur le devis et le contrat. Et en fait, chacun des copropriétaires va pouvoir en installer s'il le souhaite et ça vous évitera de vous battre, quoi. Merci. L'investissement pour les copropriétaires pour l'installer la solution Coquelicot, la question est quel est l'investissement, mais je dirais, est-ce que c'est le même investissement pour un T2, pour un T4, pour un T5? Alors là encore, ça dépend des copropriétés. Dans 90% des cas, c'est le même montant, du coup, pour chacun des copropriétaires. Parce que c'est une règle historique, en se disant, on se partage de façon équitable et peu importe la surface. Dans d'autres cas, certains se disent, non, moi, si j'ai un studio, je refuse, du coup, de payer comme pour un T4 ou un T5. Et la réponse, elle est très simple. Commercialement, on a 2 grilles. Et en fonction, du coup, de l'orientation que prend le CS, il choisit la grille qui correspond.
Mais dans 90% des cas, c'est un tarif unique pour tout le monde. D'accord. Voilà, au final, ce qui est important, c'est que, même si effectivement je ne parle pas de prix ici, c'est de se dire que quand on gagne 15, 20, 25% d'économie d'énergie à l'année, il faut le mettre donc en relief du montant de vos charges. Et c'est de dire, OK, si j'ai effectivement 800 € de charges de chauffage, au final, 20% d'économie, ça représente combien? Et donc, est-ce que pour avoir ces 20% d'économie, je fais cet effort à côté ou pas? C'est surtout ça qui est à regarder. D'accord. On a une question sur la fiabilité des outils, en fait. Quelqu'un soutiendrait que cette fiabilité serait de pas plus ou moins 40%. Est-ce qu'on peut effectivement confirmer cette affirmation? Alors, il y a 2 types de répartiteurs. Il y a ceux qui se fixent sur les radiateurs. Il y a donc la nouvelle technologie en place depuis cet été. Sur les répartiteurs fixés aux radiateurs, oui, il y a plein d'études qui circulent sur Internet, mais il y a aussi un état de l'art du métier. C'est-à-dire que quand les choses sont bien faites, les choses fonctionnent bien, et quand c'est moins bien fait, forcément, ça fonctionne moins bien. Donc, je ne vais pas tirer dans les pattes de mes copains. On reste sur un marché qui est un marché qui se veut plutôt sobre et vertueux en encourageant les bons comportements. Concernant Coquelicot, la dernière étude officielle qui a évalué le dispositif avant sa certification donnait une clé de précision de l'ordre de 93%. Et c'est le CEREMA qui l'a établi. Donc, on n'est pas du tout à 40% d'erreur, on est plutôt autour des 7 sur cette étude-là. Merci beaucoup. Écoutez, je Avec crois plaisir. que c'était la dernière question que nous avions là sur l'outil questions-réponses. Est-ce que vous avez un petit mot de conclusion à apporter chacun? Nous, on vous remercie de nous avoir donné la parole. On est disponible s'il y a d'autres questions qui arrivent post-webinaire et on voudrait aussi porter un message d'optimisme. Si tout le monde fait chaque geste et chaque geste comptera collectivement, on passera tous l'hiver sans trop de difficultés. Et vraiment, je réinsiste sur le fait que suivre sa consommation, c'est vraiment très important parce que c'est le premier levier pour la comprendre et pouvoir agir efficacement dessus. Tout est dit. Merci, c'était vraiment le C'est message qu'on parfait. voulait faire passer. Merci à tous, merci aux participants tout d'abord d'avoir pris le temps d'être ici. Merci aux spectateurs, je crois qu'on a donc répondu à toutes les questions. Comme ça a été dit, vous pouvez toujours nous contacter, vous avez mon mail il me semble, et puis je transférerai les questions ou les demandes de contact. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Et puis, donc voilà pour ce rendez-vous copro sur le contrôle des consommations. On va certainement en avoir plus dans les prochains mois parce que c'est vraiment d'actualité. Comme je l'ai dit, on en aura un sur les contrats de chauffage en chauffage collectif en décembre. Là, on a une actualité très chargée à l'APC. On va avoir des réunions d'information dans toutes les mairies d'arrondissement sur les nouveaux dispositifs d'aide de la mairie de Paris. Certainement d'autres visites de copropriété qui vont avoir lieu. Donc, n'hésitez pas à consulter régulièrement notre agenda, vous abonner à notre newsletter. Et puis, si vous avez des questions plus spécifiques sur votre copropriété, inscrivez-vous sur Coach Copro. Donc, on est là, Elisabeth, moi et 11 autres conseillers pour répondre à toutes vos questions. Donc, merci encore et passez toutes et tous une bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.